Now we are opening the debate and inviting our young personalities to ask questions. I ask you to lift your name, okay? I would like to just to tell you something. Please take the opportunity to, with this group of special seasoned experts, to ask relevant questions that can add to a concrete action plan. Thank you. Because the temptation of asking philosophical questions might be the tips are best. Thank you. Ok. Hi. Bon, je vais parler en français. Bonjour, merci. C'est Haitham Maki de Tunis. Alors, je vais essayer de ne pas être long. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur Metin Arditi et Madame Barbara Cassin pour l'excellent discours qu'ils ont eu, surtout Monsieur Metin, et notamment pour ce qui est de l'importance de la culture, le fait que la culture est en train de... Enfin, dans certains cercles, la culture devient une tare. Il y a une certaine diabolisation de la culture qui mène au populisme, parfois au fascisme, et le rôle que jouent les médias en tant qu'industrie du divertissement, là où la culture devient de moins en moins présente. Et je pense que tout comme nous autres journalistes et gens des médias disons que la liberté de la presse n'est pas un privilège des journalistes mais un droit des citoyens, je pense qu'il faut dire la même chose pour la culture également, qui devient de plus en plus une monnaie rare dans le paysage médiatique. Alors, avec tout le respect que je dois à l'approche qu'ont eu les différents intervenants, et même si ça peut paraître probablement blasphématoire en présence de l'UNESCO, mais j'estime qu'il faudrait peut-être qu'on parle plus de l'être humain quand même un peu que des sites archéologiques. Je pense que la préservation de la culture et de la conscience humaine, surtout en ces temps difficiles où on parle de plus en plus de radicalisation, d'extrémisme, je pense qu'il faut plus se concentrer sur la conscience des humains et le dialogue entre les citoyens, notamment pourquoi ? Monsieur Arditi a parlé tout à l'heure de l'importance des médias sociaux, d'Internet et du fait que le monde soit en train de se transformer en village numérique. Personnellement, je suis le fruit de ces médias sociaux. C'est grâce à ces médias sociaux que j'ai découvert le journalisme et c'est grâce aux médias sociaux que je suis là aujourd'hui. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que même si le monde actuellement voit les médias sociaux comme une bénédiction qui ont sauvé certains pays de la dictature, etc., aujourd'hui les médias sociaux sont plus en train de devenir un ensemble de ghettos numériques qu'un grand village numérique qui connecte les civilisations. Excusez-moi, est-ce que vous avez une question concrète ? Non, je n'ai pas de question, j'ai juste une intervention, si vous permettez, bien évidemment. Mais courte, s'il vous plaît. Voilà, oui, Pardon. Oui, tout à fait, vous avez raison, oui, en effet. Alors, donc, pour résumer, aujourd'hui, les médias sociaux deviennent, comme l'a dit le président américain Obama, un système où la vérité ne compte pas. Bien sûr, lui n'aurait pas dit ça si Hillary Clinton avait gagné, mais j'y rajouterai, c'est une vérité, et j'y rajouterai aussi le fait que c'est devenu un système où nous sommes le produit. L'utilisateur des médias sociaux est parfois élevé comme du canard pour son foie gras, c'est-à-dire qu'on le garde ici et qu'on le bourre d'intox, de désinformation, de discours incitant à la haine et parfois au racisme, pour en fin de compte obtenir ces données personnelles. Et les algorithmes des médias sociaux nous emprisonnent chacun dans un cercle où on n'a que des échos de nos propres opinions. Ce n'est pas vraiment un dialogue, c'est une redondance d'opinions similaires et qui nous garde toujours dans les mêmes cercles. Donc, si j'avais une suggestion à faire très gentiment, ce serait d'essayer suggestion, c'est d'essayer d'avancer et de travailler. Je pense que nous devons travailler sur ce qui se passe sur les médias sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est là que les jeunes vivent, c'est de là que les jeunes obtiennent leurs informations et une grande partie de leur culture, et c'est là que les jeunes, et les moins jeunes, bien évidemment, discutent et échangent. Voilà, c'était tout. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons déjà une suggestion pour le plan d'action ? Une autre question en anglais. Thank you. So my name is Lourenço Xavier de Carvalho. I come from Portugal.
First, I would like to greet the organization, the speakers, my fellow young personalities, and all the participants. My question, to make my question, I would go back to the text that we have in this panel, which correlates cultural heritage with universal values. As you said, and I agree, it's a very passionate topic. We would have a whole conference on it. But I would invite everyone in this moment, if we would go back to the Arctic, as someone has mentioned, that they would take young people to the Arctic to reflect on their common values and so on. If we would go to the Arctic, I would ask if we would recognize that cultural heritage conveys universal values. So universal values are prior. And could universal values and an approach to universal values could be a solution also to promote and preserve cultural heritage? My question is based on this understanding that it is possible, and if we step back at a certain distance, going to the Arctic or to the deep ocean or anywhere else, it doesn't matter, because we are able to recognize that there is a common fundamental origin that we all share, whatever is our cultural background. So if, like it's said here, universal values and cultural heritage are threatened today, it's not only cultural sites that are being threatened. It's the environment that is being threatened. It's the institutions that are threatened. It's the whole humankind that will not survive. So my first question is, can universal values have a role in this? And the second one, as a consequence, is, at least it's my perception as a citizen about UNESCO World Heritage work, that UNESCO seems to be more focused on a local scale heritage promotion, like on specific cultural sites, specific immaterial heritage, songs, artifacts, etc. But shouldn't we move also to a global scale heritage approach? Shouldn't UNESCO, as the primary institution in recognizing world heritage, step back, go to the Arctic, and recognize the universal values as a fundamental common world heritage? Thank you. Good morning, this is Javier Lesaca from Spain. Thank you very much for all your interventions, and I really I think this debate about culture in general, it's very interesting, but I think, I have a very specific question for all of you. It's kind of challenging, but I think it can open a very interesting debate, and it deals about the concept of culture. I mean, I spent the last 3 years analyzing all the audiovisual content of Daesh in social media, and I have my own hypothesis, but I really like to hear from your perspective. What if these kind of groups like Daesh, Al-Qaeda, what if they don't only destroy culture, but what if they have also managed to create a new culture that managed to engage very efficiently with the new generations? I mean, you've been talking about the destruction of culture of these groups, but what if these groups have managed to create a new culture that is really effective and really attractive to new generations? I mean, have you think about that? Do we have a plan to counter that culture, to make a new or an attractive culture to young generations to engage in positive values? Thank you. Thank you. Magdalena Pinker from Poland, I think. Can you use it? No, it's not working. Oh, yeah, it is working. My name is Magda Pinker. I'm from Poland, and I work at the University of Warsaw, but also at the National Museum of Warsaw. That's why I must say that I found
Mr. Ben Musa's speech especially moving. When you spoke about children at the museum, it made me think that there is still hope. But my question is about something else, because you all spoke about different international initiatives, especially around Mediterranean region. But I was also thinking about like human factor. I read different articles about, for example, people from Syria, northern Iraq, selling antiquities and like creating this black market of antiquities. And at first it made me like easily judge them for doing it. But then I thought, how can I judge them for doing what they can to survive? So my question is about how can one try to persuade or encourage people living in Syria or in Iraq to participate in preserving the cultural heritage, their own cultural heritage, when taking care of the monuments is at the moment the least of their concerns. Okay. Secretary General from the Moroccan National Commission. Oui, merci. J'ai juste une petite question à son Excellence l'ambassadeur, M. Ilyas Sambar, lorsqu'il a souligné que nous sommes en train d'assister à une guerre planétaire entre des cultures qui, chacune d'entre elles, croit détenir la vérité absolue. Ce qui nous renvoie d'une certaine manière à la thèse de Huntington, le choc des civilisations. Moi, je crois, lorsqu'on croit détenir la vérité absolue, on est dans l'intégrisme et le fanatisme plutôt que dans la culture. Est-ce que vous ne croyez pas que l'expression qui a été utilisée par Gilbert Achcar, le choc des barbaries, n'exprime pas mieux cette complexité, cette situation qu'on est en train de vivre? Merci. Omar Azabi. Merci. Mon nom est Omar Azabi de Suisse. J'aimerais remercier les panélistes pour leurs différentes interventions. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde plus que dans la théorie de la culture et peut-être le dialogue dans l'expression des différentes cultures, la pratique par rapport à ce plan d'action. Si aujourd'hui mon pays, la Suisse, fait ce travail de dialogue à travers des programmes éducatifs au sein des différentes écoles au niveau primaire, secondaire et tertiaire, si des gens comme M. Arditi font ce travail-là au niveau intellectuel, de lien avec la jeunesse, aujourd'hui ce lien-là il n'existe pas et ce n'est pas une réalité pour ces enfants et ces combattants, ces jeunes combattants dans les zones de conflit. Magdalena l'a dit, la priorité par rapport à leur vie de tous les jours n'est pas dans la protection du patrimoine culturel. Ainsi, la réflexion va dans le sens de l'approche et le plaidoyer pour la protection du patrimoine culturel. Dans ce sens-là, quel est votre travail en tant qu'intellectuel par rapport aux médias sociaux et l'influence que vous avez en Europe là-dessus? Et dans les zones de conflit, quel est votre travail? Quelles sont vos idées? Moi, je pense notamment à la mise en place d'un programme de plaidoyer et d'éducation visant les forces armées sur la question du patrimoine culturel. Il y a des choses concrètes qu'on peut réaliser dans ce plan d'action. Quelles sont, dans l'application, vos idées concernant cette approche-là et surtout de différencier les moyens qu'on a à disposition, les moyens européens d'un côté, avec la réalité à laquelle on fait face en Europe, et les moyens qu'on a dans les zones de conflit, sachant que les médias sociaux ne sont pas forcément un moyen de communication très répandu. Merci. The last question now goes to Antonia Blau. Hello, I'm Antonia Blau from Germany. Thank you very much to all of you for your interesting interventions. I would just like to comment on the notion of shared cultural heritage, and you cited also, Mr. Ben Moussa, this exhibition, Les lieux sans partager, that I have seen actually in Marseille. And actually very much to the contrary to the idea of sharing cultural heritage,
those sites are many times actually the actual example of contest. And talking, for example, about the Temple Mount in Jerusalem, I think this is also kind of a UNESCO example of what to do in those cases. And I agree very much with Mr. Sanba, who says that it's not the past cultural heritage sites, but the future ones that are the important ones, but those have to be created and constructed together. Thank you very much. Écoutez, déjà, l'allusion que j'ai faite tout à l'heure aux jeunes se confirme aujourd'hui durant cette séance où l'objectif est de compter pour le futur sur les jeunes. Donc, d'essayer de créer à travers eux une mentalité qui nous permette d'avoir confiance dans le futur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quel est l'objectif aujourd'hui? Nous protéger actuellement, nous protéger devant ou derrière nos barrières, derrière des forteresses, nous armer contre ces gens, les détruire, ou penser à l'avenir et mettre les pierres pour une vie de paix pour les prochaines générations. Je pense, parce que je ne me vante pas, mais en tant qu'historien avant tout, archéologue en plus, que nous traversons une période et que nous sommes en même temps des juges, c'est-à-dire nous jugeons, nous donnons nos idées, nous évaluons, nous distinguons entre le bien et le mal, mais je pense que ce n'est pas à nous de le faire. Si nous avons fait ou pas notre devoir comme il le faut, c'est aux générations futures de le faire. Donc, je crois qu'il faut travailler avec ces générations pour construire le futur, pour avoir cette nouvelle culture. Et là, je commence par la dernière des remarques relatives au partage de la culture. Écoutez, comme a dit tout à l'heure professeur Bouchnaki, il ne s'agit pas de ce partage, de cette division de culture. Nous sommes différents, mais nous constituons en même temps, ou nous nous référons en même temps à des principes qui nous unissent. Nous sommes donc divers, pluriels, mais nous constituons une entité qui croit en quelque chose, qui croit en des valeurs que nous partageons. Donc, la culture, à mon avis, vient du fait que notre conscience, en la connaissant, en nous imprégnant de cette culture, nous permet de dire que nous venons d'une seule culture, la culture humaine. Ce n'est ni la culture païenne, avant les religions monothéistes, ni la culture des différentes religions monothéistes, c'est l'homme. C'est la valeur de l'homme qu'il faut souligner et qu'il faut valoriser. Puis, concernant la remarque de la jeune de Warsaw, de Pologne, concernant les priorités, que faut-il protéger aujourd'hui, l'être humain ou le patrimoine? C'est vrai que c'est une question, une situation très embarrassante pour les responsables de la culture aujourd'hui quand on leur pose cette question. Vous êtes dans un contexte de guerre. Qu'est-ce qui prévaut? Que faut-il choisir? Protéger les êtres humains en priorité ou protéger les monuments parce qu'ils sont éternels, parce qu'ils traversent l'histoire et parce qu'ils vont survivre à l'homme? C'est vrai, c'est une question embarrassante, mais comme je vous le disais tout à l'heure, si vous posez cette question à un responsable, vous avez la réponse dans Feu Khaled al-Assad. Donc, pour lui, il s'est sacrifié lui-même pour l'humanité, pour le futur, donc pour la culture, en défendant la culture. Mais si vous la posez à quelqu'un qui doit protéger ses visiteurs dans un musée, je suis désolé, je protégerai les êtres humains avant tout. Et par la suite, le sacrifice, il est là, on peut perdre, mais j'ai confiance dans la reconstruction et dans ce qu'on peut faire pour éradiquer ce fléau.
Donc, un petit sacrifice à faire. Peut-être demain, vous allez m'accuser et Tawfiq Omran et Laurent, ils vont aussi m'accuser et dire que je ne défends pas le patrimoine, mais je suis le premier à le faire en tant que responsable, mais je crois en la valeur humaine. La vie est la chose la plus précieuse que le Créateur nous a donnée. Donc, je pense que l'homme peut faire, peut reconstruire et peut se rappeler. Donc, on peut perdre un monument si on nous donne le choix entre un être humain et un monument. Donc, moi, je compte sur la mémoire de l'homme pour corriger certaines choses, pour éviter, pour prévenir ce qui est en train de se passer. Finalement, concernant cette notion de choc de civilisation. Moi, personnellement, je ne l'accepte pas. Je la vois dans un contexte et dans une approche anachronique. Nous n'avons pas aujourd'hui un choc de civilisation. Nous avons d'une part un monde dans une certaine étape de son histoire qui voit les choses de cette façon, qui voit l'autre de cette façon, l'indique du doigt, et dans une autre partie du monde, nous avons un monde en crise avec soi-même, en crise avec ses valeurs. Sinon, comment expliquer tout ça? Et je ne crois pas que le motif religieux est valable pour le faire. Merci. Oui, les questions qui ont été posées par nos jeunes collègues sont des questions fondamentales que nous nous posons et je voudrais non pas entrer dans le détail parce que je poserai beaucoup plus de temps, mais répondre au premier intervenant sur le droit à la culture. Je crois que ce qui nous distingue, si vous voulez, de toutes les espèces dans le monde, c'est le fait que l'homme n'est homme que s'il est un homme de culture, que s'il vit par sa culture. C'est par notre conscience être humain et notre conscience de nos rapports avec l'autre qui font que nous avons une culture. Et de ce point de vue-là, il est évident que les problèmes majeurs qui se posent dans de nombreux pays à propos de la survie, à propos du maintien de ce qui constitue la mémoire et l'identité des hommes et des femmes de telle ou telle région, se posent ensuite concrètement dans les termes suivants. Sur un plan expérimental, lorsque j'étais à Mostar, voir la ville partagée en deux, Mostar Est et Mostar Ouest, et que j'ai demandé aux deux maires, quelles étaient leurs priorités une fois qu'il y a eu le Peace Agreement de Dayton. La réponse a été la même des deux côtés. Nous voulons la reconstruction de ce qui fait notre mémoire et notre identité. Et là, on a un exemple tout à fait frappant de destruction de tout, c'est-à-dire les églises catholiques étaient détruites, les églises orthodoxes étaient détruites, les mosquées étaient détruites, mais ce qui a retenu le plus l'attention de la population, c'est le pont de Mostar. Et le pont de Mostar a été l'élément qui, d'une certaine manière, a représenté ce qui était considéré comme essentiel, la valeur essentielle de ce qui pouvait rester après le désastre. Je suis allé, ça c'était en 1994-1995. On a travaillé à l'UNESCO avec la communauté internationale, avec l'appui de nombreux pays, à la reconstruction du pont de Mostar. Je suis retourné il y a 2 ans avec une équipe de télévision française qui organisait cette émission des racines et des ailes sur Mostar en janvier. Et nous avons eu la chance d'assister au Noël orthodoxe, qui était plus tard que le Noël catholique, d'assister dans l'église catholique à une grande messe de début d'année j'ai oublié le nom de la fête maintenant. Et nous avons assisté, c'était un vendredi,
au sermon du vendredi. Et les trois chefs religieux, que ce soit le curé de l'église principale de Mostar, que ce soit le nouveau représentant de l'église orthodoxe qui venait de revenir après la restauration d'une partie de son église, ou l'imam de la mosquée de Mostar, le langage était de même. Nous avons la chance maintenant d'avoir le pont reconstruit, et c'est ce pont qui va nous réconcilier entre nous. Donc, je crois que c'est très important de voir que le patrimoine, et nous l'avons vu alors, dans d'autres exemples également concrets où nous étions présents, le Cambodge, l'Afghanistan, à Bamiyan, malgré la destruction des Bouddhas, nous avons eu nombreuses réunions avec les Afghans à propos de comment vivre même sans la présence des Bouddhas et comment faire en sorte que cette présence, on est en train de travailler énormément à faire une représentation tridimensionnelle, mais pas une reconstruction réelle en matériaux de ces Bouddhas qui font partie de la mémoire de la population qui n'est plus bouddhiste du tout. Le deuxième point, c'est la valeur universelle exceptionnelle. Je crois que s'il y a une chose que l'UNESCO, depuis sa création jusqu'à maintenant, a apporté au monde, c'est la notion du patrimoine universel et de l'acceptation que le patrimoine, même s'il n'est pas dans votre pays, il fait partie de votre patrimoine. Et c'est la notion de valeur universelle exceptionnelle. Et les meilleurs exemples ont commencé dans les années 60, lorsque l'Égypte a lancé l'appel avec l'UNESCO de restaurer et de réhabiliter les temples d'Abou Simbel et de Philae. Nous avons dans nos archives ici à l'UNESCO, à l'époque il y avait ce que les jeunes ont utilisé, parce que c'était les seuls moyens qu'ils avaient, des timbres-poste pour participer à la campagne. Donc ça c'est vraiment un sujet très important que vous avez soulevé, je terminerai là-dessus. La valeur universelle exceptionnelle, c'est ce qui fait qu'il y a partage du patrimoine et de la compréhension de ce qu'on appelle le patrimoine commun de l'humanité. Je vais essayer de dire le contraire, mais peut-être que j'ai été très mauvais et que soit que je n'ai rien dit, soit que vous n'avez rien compris. Mais en tout cas, ce n'est pas le débat. La question n'est pas là. Par contre, sur la question des dénominations, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Vous dites que c'est de l'intégrisme. Je vais vous donner un autre cas de vérité absolue fait par des athées. Les nazis étaient athées. Mais il y avait une vérité absolue sur la prééminence de la race supérieure. Voici une vérité absolue. Franco était un bigot, même pas un croyant. Et il avait également une autre vision d'une vérité absolue qui était celle de l'Église d'Espagne. Donc, quand la Reconquista arrive en Espagne, avec la chute de l'Andalousie, quelle est la vérité absolue? C'est une théorie qui n'a rien à voir avec la religion, elle s'appelle la pureté du sang. Donc, ça n'est pas une question conjoncturelle. Il ne suffit pas aujourd'hui, mais je comprends pourquoi vous avez utilisé, je ne vous fais pas de procès d'intention, je sais pourquoi vous avez parlé d'intégrisme, parce que vous avez peur que l'islam soit attaqué quand on parle de vérité absolue. Or, ça n'est pas la question, parce que nous passons notre temps à dire non, 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 nous qui sommes chrétiens, musulmans et juifs dans le monde arabe, ne lisez pas mal nos religions, nous ne sommes pas cela. Mais la question n'est pas là. La question, c'est un peu dans les dévoiements qui sont faits. Par rapport à la question, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux fermer l'œil sur les pillages parce que ça aiderait un peu la population qui crève de faim? Il faut que vous sachiez que par temps de guerre, les pillages ne profitent qu'aux bandes armées. Les pauvres n'en ont pas un centime. Ça n'aide absolument pas, en tout cas. Ça va à des bandes mafieuses, toujours. Nous avons des expériences partout. Ce n'est pas le peuple qui est visé par ce geste qui pourrait apparaître un peu comme étant un geste bénéfique et altruiste. Ce n'est pas le cas. Mais l'autre question qui est très grave, et là je suis d'accord avec ce qu'a dit notre ami qui est le conservateur du musée à Tunis. Nous sommes très rarement confrontés au choix, choisissez entre les êtres humains et les monuments. Ce que vous dites est une question théorique. On ne l'a jamais vu en réalité. Il y a toujours soit une urgence humaine, soit une urgence du site. Jamais les deux. Jamais, jamais les deux. Donc vous êtes obligé à chaque fois de réagir à l'urgence. Il est certain, par exemple, qu'à un moment où
entre la Jordanie et le Liban aujourd'hui, vous avez près de 3 millions de réfugiés syriens. Mais c'est de l'urgence extrême. Mais elle n'est pas en concurrence avec l'idée d'essayer également de sauver le patrimoine de ces pays. Ça n'est pas contradictoire et surtout, on n'est pas confronté en même temps à ces questions. Maintenant, sur la question de qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous pourriez faire, moi je sais ce que je fais, mais je ne suis pas là pour venir vous dire je suis un militant palestinien qui se bat parce que sa terre est occupée. Je ne suis pas là pour ça, mais je le fais, c'est ce que je fais toute la journée et depuis des années. Nous sommes venus là pour vous parler de ce qui est spécifique à la mission de l'UNESCO dans un cadre, une des activités de l'UNESCO, qui est le patrimoine. Alors, est-ce que nous avons des soucis de l'humain? Mais bien entendu, en plus, c'est presque insultant de poser cette question. Bien sûr que nous avons le souci de l'humain, sinon pourquoi on parlerait de culture? C'est aussi de l'humain. Mais la question fondamentale reste, quelle est la mission, quel est l'ordre de mission, quel est l'objet de cette institution? Donc posons les questions relatives à l'objet et surtout soyons concrets. Soyons concrets, nous ne sommes rarement, mais moi je n'ai jamais été confronté en même temps aux deux. Mais bien entendu, si dans une situation donnée qui est théorique, vous êtes confronté aux hommes, aux humains et à un site, bien entendu que c'est les humains qui ont la priorité. Ne serait-ce que parce que c'est eux qui continueront et le site ne continuera pas. Ne serait-ce que cela. Bien sûr, c'est une question d'éthique, mais elle ne se pose pas. Soyons vraiment concrets pour pouvoir répondre à des problèmes qui sont concrets, qui ne sont pas théoriques. Nous ne sommes pas confrontés au niveau de notre travail. Maintenant, les questions théoriques, nous nous les posons dans nos choix, dans nos engagements, bien entendu, dans nos éthiques. Mais concrètement, nous sommes confrontés à des questions concrètes. Je vous donne un exemple. Jérusalem a été encerclée par un tramway il y a quelques années, ce qui est contraire à toutes les règles du patrimoine. Personne n'a ouvert la bouche ici. C'est passé comme une lettre à la poste. Alors les Israéliens disent, oui, c'est très bien, mais vous comprenez, cette chaîne de tramway, elle permet de faciliter la circulation et le transport des citoyens. Mais là, qu'est-ce qui est prioritaire? Le transport des citoyens ou la préservation de la belle ville de Jérusalem? Là, c'est le site qui est plus important. Vous comprenez? Je vous donne un exemple concret. Donc, selon les cas, la question se pose, mais elle est rare, c'est très très rare. Voilà, merci. I only want to comment on the question of who do we give priority to? Is it human beings? Human? Oh. I just want to concentrate on the question raised about which is our priority in a case of armed conflict. Is it saving the human or saving the monument? I happen to have worked in a number of historic cities. And it is very difficult if your home is a World Heritage Site. But it is their home. It's where they grew up, a community in Jerusalem, where I was fortunate and blessed to have worked for 17 years. And in other Palestinian cities, historic cities like Nablus, and in Arab historic cities as well. It is very difficult to separate the human from the monument. They live there, and it's very important for them. And you can see if it is attacked or if it is threatened, they consider it a personal threat to themselves. And in a case like Aleppo, I'm sure people want to save their lives and they want to run for shelter and so on and so forth. But something inside them, which you and I may not understand, it means that this is my home, this was my father's home, this was my grandfather's home, this is my ancestor's home, and this is, in reality, this is everybody's home. And the fact that it is 700 years old or 800 years old doesn't mean I save, and I do, I mean, of course, if we can, and people run for their life and run to save their loved ones, but it doesn't mean that when it's all over, when they come back, they don't want to come back to what they have left, because this means a lot to them. And from Jerusalem experience, I know that Jerusalemites, the Palestinians who have lived all their lives in the city,
and people who are coming from around Jerusalem, and people from the rest of Palestine who are not allowed to come to Jerusalem, they have photos of Jerusalem in their homes, in spite of the difficult life that they are living. And you can see it in refugee camps, the photos of Jerusalem or the photos of monuments, special monuments, whether it's religious or it's architectural. You have children in schools drawing drawing images of Jerusalem or Nazareth or Nablus or whatever. This is something that means far more than this is mine or yours. This is ours. And I remember I was once in Jenin after it was bombarded and after the siege was over. And I was working with a non-government organization which is giving developmental and cultural and educational help for Palestinians. And I was in the car and a little boy asked me where I come from. And I said, I'm coming from Jerusalem. And this little boy said to me, oh, you are so lucky. You are so lucky. You live in Jerusalem. Explain Jerusalem to me. I want to be in Jerusalem. So it is important, you can't separate. It is something that belongs to my identity, belongs to my roots, belongs to my humanity, to who I am. It's not just a wall which is nice and well-crafted and has mukarnasat and has a special art. No, it is something that was left to me by my ancestors. And I want to take care of it, and I want to leave it to the future generations, my children and my grandchildren. So you can't just dismiss this as it's just stone. It is something far more than that, far more important than that. And I'm telling you, people from Aleppo who ran from Aleppo, and I have met few of them, and they are professionals. They're working in Istanbul and in Spain and so on. And when they say Aleppo, they cry, not because only it is their home or they left their friends, because it is something far more important to them. It is their being. And I think as Palestinian, I know what it means. I know how Syrians suffer when they leave home. I know what happens to Yemenis when historic buildings is bombarded and homes are destroyed by the armed conflict in Yemen. It means far more than a wall or my neighbor's door has been destroyed or damaged. It's not that. It is something to do with deep inside us. We all have something important, which is our identity and our heritage. It's not just words. It is the reality. Thank you. Thank you very much. Je vous remercie beaucoup. C'était un privilège de vous écouter. Et maintenant, notre session, c'est fini. Merci.